Je suis venu pour honorer, mais je suis aussi venu pour sanctionner. Mais d'abord, je veux honorer. Alors, Kemonito. Donc on est dans une partie du monde qui s'appelle le Mexique, donc tout est possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu décapites une femme avec un couteau rouillé en la filmant avec un smartphone, t'as plus trop de limites. Donc dans ce pays-là, il s'est produit un truc, c'est qu'à un moment, il y avait du catch mexicain. Et on s'est dit, tiens, si au milieu de ce catch mexicain, on mettait des nains. Pour faire honneur au Moyen-Âge. Parce qu'en fait, la dernière fois qu'on a pris des nains et qu'on les a mis sur scène pour faire rigoler des gens et faire payer des places, c'est au Moyen-Âge. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris un nain qu'ils ont trouvé dans la rue à Mexico. Et en fait, ils lui ont mis un petit costume de babouche, le singe de Dora l'exploratrice, tu sais, un petit nain bleu, avec un côté, voilà, une petite touche de jaune. Il l'a appelé Kemonito. Alors, Kemonito est un jeu de mots parce que Kemonito, ça veut dire qu'est-ce qu'il est mignon, et en même temps, Monito, c'est petit singe. Voilà. Donc, en fait, là, en 2018, au Mexique, il y a une réalité, c'est qu'il y a un nain, qui a une combinaison bleue, et qui en fait tous les soirs se fait rouster par des mecs de 120 kilos. C'est la magie du Mexique et du Moyen-Âge réunis. C'est qu'en fait, le type, on le pose sur un ring, et là il y a des types haltérophiles depuis 50 ans qui font des hula hoop en l'air à la Rey Mysterio, tu vois, ou à la Huracan Ramirez pour s'envoyer les deux guibolles dans la gencive, et ce nain est au milieu, et ce nain se fait donc régulièrement péter des côtes. Voilà. Ya dile a Rey Bucanero que se calle con su ya chole, que le busque otra variante. Ya que canto que sea una de los infumables. ¡Ah! ¡Qué bueno que le fue así! Ahí va, mira nada más. ¿Cómo pierde? Cayó como pasajero de los infumables. ¡Ah! ¡Qué bueno! Voilà, donc là, il vient de se faire péter deux côtes. Alors là, les mecs se marrent. Il a volé comme une peluche. C'est-à-dire, comme il est déguisé en peluche, on croit que c'est une vraie peluche. Du coup, on le jette sur des trucs en pensant qu'il n'y aura pas de fracture. Mais en fait, si, il y a des fractures parce que sous la peluche, il y a un nain, voilà, qui s'appelle Kemonito. Et alors, le mec là où c'est fantastique, là où c'est encore plus le Moyen-Âge, c'est que donc ce nain-là s'était pété les côtes au cours de cette vidéo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a dit, si t'es pas content, casse-toi, il y a d'autres nains dans les rues de Mexico pour te remplacer. C'est-à-dire que là, c'est la violence absolue. C'est le nain jetable. C'est après le rasoir jetable, le nain jetable que tu peux jeter ensuite s'il est cassé. C'est fantastique. Voilà, ça. Donc vraiment, le Mexique, je pense que vraiment, il est temps qu'il rentre dans l'Union européenne. Parce que l'Eurovision, c'est de la merde, et que je préfère voir un nain se faire jeter par des Mexicains qui ont fait un peu de muscu, que, tu vois, des Irlandais chanter sous la pluie, enfin, c'est dégueulasse. Alors, Saddam Hussein. Bon, Saddam Hussein, si tu veux, à partir du moment où tu as eu un père qui était un peu présent, chaque fois que tu vois Saddam Hussein, il y a un truc en toi qui se passe, tu te dis, tiens, le coup de babouche. Alors Saddam Hussein, je pense qu'il faut partir dès le départ. Saddam Hussein, c'est un style. Comment il arrive au pouvoir? Il arrive au pouvoir comme un putain de gangster à Los Angeles en 1990, c'est-à-dire qu'il mitraille un mec dans une bagnole. Ce qui s'appelle un drive-by. C'est ce que faisait Tupac, Biggie, voilà. Sauf que lui, il est devenu président de l'Irak. Et au lieu de faire du gangsta rap, en fait, il a fait de la politique. Donc, il démarre, il tue un mec. Et puis à 22 ans, Kassem. Après avoir tiré sur Kassem, il a été mis hors la loi. Et voilà, donc il le flingue dans une espèce de bagnole des années 70. Petit pantalon à pince, moustache. Il y a un côté résistance française, mais Miami Vice en même temps. C'est-à-dire que là, tu vois, il y a un peu la rencontre de GTA Vice City et de Jean Moulin. C'est quand même assez spécial. Et tout ça dans un décor oriental, avec derrière la menace de la babouche, tu vois. Donc il flingue le mec, il prend le pouvoir. Et alors là, c'est la régalade. Donc si tu veux, c'est construire des bâtiments avec du marbre et du carrelage partout. C'est toute une gestuelle, Saddam Hussein. C'est-à-dire que par exemple, il y a un moment, le mec débarque, il y a des enfants qui lui amènent des fleurs, et il fait ce geste incroyable, c'est-à-dire qu'il les regarde pas et puis il fait ça en se marrant. Alors ce geste incroyable, ça veut dire c'est cool, bravo, ça peut vouloir dire aussi dégage, casse-toi. Tu sais pas s'il leur dit merci ou casse-toi, c'est fantastique. Donc les gosses sont là, ils attendent, ils veulent lui donner des fleurs, et Saddam Hussein il se marre comme ça, il leur fait des trucs comme ça sans les regarder, fantastique. Ça c'est la mise à l'amende absolue. But in the privacy and safety of one of his several palaces, he could celebrate. A white-suited Saddam was clearly at ease and enjoying the birthday concert by a group of flower-waving children, saluting with all the right words the man some Iraqis like to call Papa. Voilà, donc ce style-là est incroyable. Saddam Hussein, c'est les explications très longues avec des mecs à moustache qui sont obligés d'écouter. Parce que c'est lui le père du game.
Donc en fait, quand Tony Montana parle, tout le monde écoute. Si tu veux, quand Tony Soprano parle, tout le monde écoute. Quand Saddam Hussein, tout le monde écoute. Donc il est tout le temps entouré de mecs à moustache. Il y a des explications très longues sur des thèmes pourris. Voilà, par exemple, il y a une vidéo où le mec explique qu'en fait, il faut bien se laver. Il explique comment se laver, conseil des ministres. Il a un petit chapeau, une petite chemise fantastique. Odeur et de l'odeur de sa transpiration. Si on ne peut Voilà, donc Saddam Hussein, c'est ça. Alors Saddam Hussein, c'est ce côté-là, et Saddam Hussein, c'est quand même un mec qui vient de la street à la base. Donc il a amené son style de la street au plus haut niveau. C'est-à-dire que là, dans le palier présidentiel, il y a le moment où il commence à se faire livrer des flingues, tu vois, les gens ne comprennent pas. C'est son cabinet d'études, et tout d'un coup, il y a un garant de la Seconde Guerre mondiale qui débarque, il est plaqué hors le truc, tu vois. Il y a une Kalachnikov, elle a été ciselée, dessus on fait sa gueule par un bijoutier fudge qu'il a ramassé dans les rues de Bagdad. Enfin, le mec est incroyable, en fait, il n'y a plus de limite. Chaque fois qu'il y a un flingue qu'il aime bien, il fait graver, il met des chevaux dessus, des dromadaires. Enfin, en fait, son cerveau, c'est une soupière. On a mis Aladdin et tous les trucs du Moyen-Orient, et hop, il a touillé, et de temps en temps, ça explose, il fait des trucs incroyables. Donc, si tu veux, Saddam Hussein, déjà, je le respecte pour ça. C'est-à-dire, avoir une collection de flingues quand t'es président, tu vois, François Hollande, il a une collection de cravates. Saddam Hussein, il a une collection de tanks, en fait. Donc, si tu veux, bon. Alors, Saddam Hussein aussi a la particularité incroyable. En fait, quoi qu'il fasse, si tu mets n'importe quelle musique de Eazy-E, n'importe quelle musique West Coast d'ailleurs, sur une vidéo de Saddam Hussein, ça fonctionne. Regardez. You can call it what you want, being a gangster is so neat. Yeah, gangster beat from the street. Come on, motherfuckers, come on. Come on, motherfuckers, come on. You can call it what you want, being a gangster is so neat. Yeah, gangster beat from the street. Voilà, ça marche. Si je mets notre musique, What's cracking? Rasa, it's your homeboy Mr. Criminal, and you are now listening to a product of the 90s production. So turn it up and bump that shit. ça marche encore. Voilà, donc Saddam Hussein, en fait, il y a un pont entre Eazy-E, Ice Cube et Saddam Hussein. Et ça, en fait, c'est la marque du style absolu. C'est-à-dire qu'en lui, il y a un flow qui est incompréhensible. Tu le vois, même si c'est un enculé, même s'il a fait des trucs de fou, tu l'aimes. Tu l'aimes parce que, si tu veux, bon, avoir un béret, une moustache, se tenir le ventre, c'est-à-dire que des fois, il dit bonjour, il fait des hamdoulah de racaille comme ça. C'est incroyable. Quand tu tapes le torse en faisant des hamdoulah alors que tu es président de l'Irak, est-ce qu'en fait, tu vas dealer un pain shit à la Courneuve? Tu vois, le mec, d'un moment à l'autre, il fait des trucs de fou comme ça. Donc, énorme respect. Pour son anniversaire, qu'est-ce qu'il a fait, Saddam Hussein, pour son anniversaire? Il a commandé un cheval blanc, il a fait défiler toute la putain d'armée, il était sur son petit cheval blanc, il le faisait trotter comme ça, sur un pont. Donc, je rappelle le principe du pont, c'est deux mains qui tiennent des sabres croisés. Et les mains sont moulées sur ses mains. C'est-à-dire que là, le type, voilà... Il prend le style, tu vois, il prend le style à pleine main comme ça, et puis il te le jette dans la gueule comme si c'était des whiskas, c'est que toi t'étais le dernier des chiens dans un chenil de l'espère, tu vois. Waniac, what's up? I think we oughta check it for a second straight record, but them fools disrespect what? the flow. And being a trip low, I just can't take it no more. So let me televise my shit, the underground, MTV, the box, BET, it still hits. 24/7, he's siding it, G-riding. Donc voilà, je le respecte énormément pour ça. Il a un frère qui s'appelle Ali, surnommé par la suite Ali le chimiste. Alors je suis très friand de ce genre de petit surnom parce que Ali le chimiste, si tu veux, c'est le moment où il y a le monde arabe, Ali, qui rencontre la chimie. Tu sais, ce monde où en fabriquant des petites choses comme ça méticuleusement, tu peux faire brûler des gens, fabriquer du napalm, asphyxier 200 millions de Syriens avec une bombe. Donc voilà, donc Ali le chimiste, c'est la rencontre d'un tableau périodique en arabe, tu vois, avec la violence absolue. Donc là, voilà, il touille. Tu vois, c'est un arabe avec des pipettes en fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? 200 millions de Kurdes gazés. Voilà. Bon, après, le mec envahit tous ses voisins, parce que c'est un Mac. Il supporte rien. Dès qu'il y a un mec qui parle mal, bon, ben, le Koweït, ta gueule. L'Iran, ta gueule. Une guerre qui a duré 10 piges. Les frontières n'ont pas bougé. Alors, il faut aussi saluer ça. C'est que Saddam Hussein fait la guerre. Mais même à 50 balais, il continue à aller vérifier le matos. Ça, je respecte beaucoup. C'est-à-dire qu'il va avoir des postes mitrailleuses dans les montagnes de Bédouins, tout le monde s'en bat les couilles, tu vois, dans un coin de l'Irak que personne ne va envahir. Il va voir un mec qui s'appelle Abdoul, tu vois, qui tient sa mitrailleuse, ça fait 10 piges qu'il est en poste. Il va le voir, il lui met des petites tapes sur la joue, comme ça il fait Mleh, c'est bien, bravo. Et après il lui montre comment tirer. C'est-à-dire qu'il y a des images d'archives de Saddam Hussein en train de saucer des mecs imaginaires. Ça c'est incroyable. Tirer sur du vent pour montrer que t'es toujours opérationnel, fantastique en fait. Voilà. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'aspect Saddam Hussein avec ses enfants. Parce que c'est un Mac à l'extérieur,
mais c'est un Mac à l'intérieur. À un moment, il y a Uday ou Kusai, je sais plus. Il y en a un des deux qui était un Mongolien, qui fait une fête arrosée et qui tue un mec. Il tue un mec avec une calache en rigolant, comme ça, voilà. Donc Saddam Hussein le gifle devant tout le monde et le met au trou. Et allait le voir tous les jours. Il sortait son flingue, comme ça. Un espèce de Beretta dégueulasse, métallique un peu. Il lui collait contre la tempe, puis il dit qu'est-ce que je fais, je te bute ou pas? Est-ce que t'es une merde? Argumente, est-ce que t'es une merde? Donc si le gosse tous les jours il est trop d'arguments, non je suis pas une merde. Il se mettait à pleurer, à chaque fois Saddam il rangeait son flingue, il dit allez c'est bon, reste 2-3 jours de plus au mitard et puis on finira par sortir de là pour faire quelque chose de toi. Donc voilà, il y a l'aspect Mac. Alors il faut savoir que Saddam Hussein est un des rares êtres humains au monde qui a un préposé au fusil. Alors Saddam Hussein fait un truc, il y a un fils de pute qui lui amène un fusil, Saddam Hussein tire, sans regarder le mec qui lui amène, ça c'est très important. Un mec t'amène un fusil, c'est pas « ah merci ». C'est comme Roland Garros, tu vois, avec Roger Federer, on lui amène une serviette, il va pas regarder le fifou qui lui a amené la serviette et une balle, tu vois, il s'en bat les couilles. Le mec a été choisi par la BNP, va te faire enculer. Donc là c'est pareil, là il y a une espèce de mec qui débarque comme ça avec un fusil, Saddam Hussein prend le fusil sans regarder le mec, il le charge, il regarde la foule et il tire, comme ça un peu blasé. Genre, c'est ça que vous voulez? Eh ben voilà, tiens. Et tu vois, il leur donne. En fait, pourquoi Saddam, en fait, il était adoré même par des gens qui l'affamaient? Parce qu'il avait du style. Tu vois, le style, il plaçait le style au-dessus de tout. Il débarque, inauguration d'hôtel, bam! À un moment, c'est fantastique. Il y a un couscous. On lui fait un couscous, le mec est invité, il s'assoit sur un siège. Et là, alors là, il met le style encore plus haut. C'est-à-dire qu'il s'assoit pour tirer. C'est-à-dire, il a le côté, je suis capable d'aller tuer un cerf à 600 mètres depuis mon trône plaqué hors d'Irakiens. Donc il tire, les mecs se baissent en face parce que si tu veux, l'angle du fusil est à 1 mètre de la tête d'un mec dont il s'en bat les couilles, tu vois. Mais ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que ce niveau de style est au-delà de tout ce qui a existé. C'est pour ça que les gens me demandent souvent qu'est-ce que j'ai avec Saddam Hussein. Voilà, ben, rien que pour ça. Alors il y a la danse de Saddam Hussein. Le roi Enoch, à très juste titre, a dit que Saddam Hussein est le seul être humain sur Terre qui avance en reculant. Donc en fait, c'est pas faux. Il y a un côté moonwalk de l'horreur. Moonwalk des T-35 dans le désert. Il donne du cash aux enfants pauvres d'Irak. Très stylé, il y a un côté le tonton à la fin du ramadan. Tu sais, ton père est une merde, mais ton oncle pèse parce qu'il a fait un kebab qui s'appelle l'Irak. Et en fait, il vient, il te met une glace de billets, il tape sur la joue, il dit hey, c'est bien, casse-toi. Donc ça, voilà, je respecte à fond. Alors, autre caractéristique de Saddam Hussein incroyable, c'est le rire de Saddam. Alors, le rire de Saddam, c'est un rire de ventre, c'est très spécial. Il y a le rire de dos, donc ça c'est le rire ouvrier, c'est tu te marres, ça vient du bas de la colonne, c'est la blague t'a pris par surprise. Et après, il y a le rire de ventre. Alors, le rire de ventre, c'est en fait, t'es relâché au maximum, les épaules vibrent parce qu'en fait, le ventre... tu vois, le ventre se gonfle comme ça et se secoue. Là, c'est quand ton niveau de détente est tellement grand que le rire vient du fond de l'estomac, en fait. C'est le rire de j'ai bien mangé, je domine le monde, tout le monde est obligé de rire à ma blague, je suis détendu au max, je suis sur mon fauteuil. Et là, tu vois, ça fait comme ça, les épaules vives, il n'y a pas un son incroyable. Ça, c'est là où tu reconnais le style. C'est, voilà. Alors, la propagande de Saddam Hussein, c'est incroyable parce qu'il fait défiler des mecs. C'est le seul, je crois, c'est le seul dirigeant au monde qui a un gang de braqueurs en régiment. S'il a un régiment, c'est des mecs, c'est des braqueurs du 9-4. Il sautille comme ça devant lui, il leur fait des espèces de saluts de la main qui n'existent pas. C'est les seuls soldats du monde, quand ils passent devant Saddam, ils lui font des... Bien, tu vois ce que je veux dire, c'est incroyable. Il est très proche de son équipe. Tu vois, il y a un côté, c'est le boss des braqueurs, et il les connaît.
Tu vois, il boit le même Tropico qu'eux, en fait. Ça, c'est incroyable. Alors, il a engagé des chanteurs pour chanter des chansons à la gloire de l'Irak, à la gloire de Saddam Hussein. Donc, les chansons sont incroyables. C'est Saddam Hussein, son slip il est tout le temps propre. Saddam Hussein, quand il va à la chasse, l'oiseau se met dans le viseur parce qu'il le respecte. Enfin, il est incroyable, en fait, tu vois. Et les mecs qui chantent ça transpirent tout le temps. Pourquoi il transpire? Parce qu'en fait, s'il se chie dans les paroles, il se fait démonter. Déjà, il n'y a pas de fond vert, c'est-à-dire qu'on peut pas récurrer. Là, il chante devant un truc qui a été peint. C'est-à-dire qu'il y a un fils de pute qui est venu avec un aérosol, comme ça, qui a fait un graphe qui représente une tour de contrôle et une mosquée dans les nuages, tu vois. Et lui, il a un costard en plastique, interdiction de se chier. Moi, ce genre d'ambiance, je respecte au maximum. C'est-à-dire que tout le monde est bien à sa place, ça déborde pas. Parfait. Donc Saddam Hussein aussi a une particularité, c'est que quand il fait une fête, il invite ses potes, parce qu'il n'est pas du genre à renier. Tu vois, genre, je peux plus vous fréquenter. Il est né bédouin, donc en fait, quand il est au pouvoir, il ramène des bédouins. Donc t'as des mecs avec pas de dents qui font des danses comme ça. Tu vois, il reçoit le ministre de l'Intérieur de mes couilles de Corée du Nord ou des États-Unis, et il lui dit tiens, on va voir un spectacle. Il assoit, il y a un méchoui, on lui amène du mouton mort grillé, tu vois. Et les mecs regardent deux bédouins en train de faire une danse, où à un moment, il y a un mec qui va se faire décapiter, tu vois. Donc c'est deux blédards comme ça qui rigolent, tac, tac, incroyable. Alors Saddam Hussein, c'est aussi une attitude. C'est qu'à un moment, il est tellement gros que le costume est sur mesure. Il garde quand même un costume militaire. On entend de paix, mais regardez, j'ai un petit béret, je suis en kaki, parce que si jamais les Américains arrivent, hop, je me camoufle et j'en nique un ou deux. Tu vois, le mec t'explique que même s'il peut perdre une guerre, il va quand même en flinguer un ou deux, ce que je respecte énormément. Bon, c'est vrai qu'après, quand il s'est fait choper, c'est-à-dire que même au plus bas, on est comme dans... Là, je fais une petite analogie avec Scarface. C'est comme dans Scarface, plus il se fait attraper, plus il est stylé. C'est-à-dire que là, il est dans le tribunal, il a une pose comme ça. Il lui manque plus qu'un cure-dent, c'est Joe Pesci en fait dans Casino. Donc les mecs sont là, oui, les crimes contre l'humanité, tu fais avec des trucs, mais ta gueule, tu vois bien sûr qu'il y a un crime contre l'humanité, Est-ce que tu crois que c'est facile de présider le game en Arabie? Non. Donc à un moment, il y a 2-3 mecs qui passent à la trappe, bon bref. Et donc si tu veux, il est là, on lui parle et il fait des trucs sensationnels, c'est que c'est le seul gars qui s'est fait juger à La Haye. Et quand on lui parle, il fait des gros... Tu vois, j'ai envie, qu'est-ce que tu dis en arabe, tu vois, qu'est-ce que tu dis? Ça c'est génial. On dirait vraiment un gros carrossier marocain, tu vois, on arrive, on lui dit, ouais, non mais là, ma voiture, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, il t'ouvre le coffre, il dit, mais regarde, qu'est-ce qu'il y a? J'ai huilé les circuits, là, qu'est-ce que tu me racontes? لا اتفقنا على ان لا نتفق ضمان سير العدالة اتفقنا لا غير هي عداله يا اي سيدي يلا خلينا العداله على صفحه يلا Fantastique. Les mecs le pendent, il s'en bat les couilles. Il le montre qu'il s'en bat les couilles. Il y va, il dit, allez, serre là un peu. Là. Les mecs le serrent, ils sont tous en cagoule parce qu'ils ont peur. Tu te rends compte, ils tuent Saddam. Ils se mettent quand même en cagoule pour pas qu'il revienne, au cas où. Parce qu'il y a la possibilité que Allah décide que, bon, au bout d'un moment, Saddam, tu pesais tellement dans le game, on va te remettre sur terre. Alors, déjà, il faut savoir qu'Allah a de fortes chances d'aimer Saddam Hussein parce que Saddam Hussein a écrit le Coran avec son propre sang. Bon, là, si tu veux. Seul Franco aurait pu faire ça avec la Bible. Tu vois, Franco, c'est bien le style à prendre son sang. Bon, les transfusions en Espagne, pas trop, tu vois, on a évité. Mais si tu veux, en Irak, c'était déjà bien au point, il l'a fait. Donc, quand même, respect. À ce niveau-là, Saddam Hussein, je pense que... Voilà. Il y a un deuxième gars aussi que je voudrais aborder très brièvement, c'est Valjac. Suci, slobodan Praljak nije ratni zločinac, s prijezirom odbacujem vašu presudu. Stop, please. Please sit down. We suspend, please, the curtains. Odlaze uz policijsku pratnju i još jedno vozilo za pretpostaviti je Il y a deux mecs au tribunal de La Haye qui ont dit allez vous faire foutre. C'est le Croate là qui s'est envoyé sa petite fiole. Donc ça, alors là le message est encore plus génial, c'est je vous encule tellement que je préfère m'enculer que vous m'enculiez. C'est le triangle de l'encul absolu. Et là on peut plus rien faire. Le mec est mort, on peut pas le juger. Et toutes les victimes sont là, mais alors, ben non. Voilà. Fin du game. Saddam c'est aussi une moustache. C'est la moustache. Donc déjà, il faut savoir que son crew, les gens qui l'entourent dans l'armée, j'ai l'impression que dans l'armée irakienne, tu prends du grade quand t'as une moustache. Dès qu'il est quelque part, il y a 3 mecs avec une moustache. La moustache, c'est la fiabilité. Tous les mecs fiables avaient des moustaches. Staline, enfin les mecs bons en organisation, si tu veux. Staline, bon, Saddam Hussein. Kadhafi, par exemple, n'a pas eu de moustache. Il a fini à l'arrière d'un pick-up en train de se faire défoncer le cul. Là, je pense que, tu vois, il y a eu le... Tu vois, Omar Bongo a une moustache.
il est toujours là. Denis Sassou Nguesso s'est refait pousser une moustache, tac, il est là. Voilà. Donc si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a une petite corrélation entre la moustache et la durée dans le game, si tu veux. Voilà. Donc Saddam Hussein, très intelligent, s'entoure de mecs avec des moustaches pour être sûr que tout le monde dure au maximum. Là, on voit bien que Saddam Hussein est entouré par des mecs qui n'ont absolument que des moustaches, ce qui est la garantie de la qualité de son règne. Alors Jean Lassalle, ça me fait penser... Jean Lassalle me fait penser au moment de Jurassic Park, quand l'électricité du parc, elle saute. Et là, les gens commencent à comprendre que le dinosaure, là, le dinosaure qui a la collerette, là, le dinosaure algérien, celui qui peut mollarder du venin, le dinosaure est en liberté, celui-là. Et puis après, il y a des plus gros dinosaures encore. Il y a les vélociraptors, il y a les triceratops. Bon, les triceratops, ils broutent, mais enfin, ils te mettent un coup de tête paraplégie. Donc, si tu veux, là, les mecs commencent à... Et là, si tu veux, c'est le moment où je me disais, merde, il y a le T-Rex. Et bien, avec Jean Lassalle, c'est, oh putain, merde, il y a le T-Rex, mais il y a Jean Lassalle. C'est-à-dire que là, on a libéré le plus gros dinosaure qui n'ait jamais existé dans Jurassic Park. C'est-à-dire même les enfants ne veulent pas aller le voir. Ils savent qu'il est dans le parc, ils veulent pas parce qu'il pleure. Ils voient Jean Lassalle, il pleure. Il est trop impressionnant. Il mange trop de viande tous les jours, il fait trop de trucs. Ouais, c'est un trop gros dinosaure, tu vois. Alors Jean Lassalle, j'ai un respect immense pour lui parce que Jean Lassalle, il a fait quand même deux choses qui sont à mes yeux d'une valeur absolue. Il y a le moment où, si tu veux, il y a l'hémicycle, c'est le rendez-vous de la tarloiserie organisé, tu vois. Il y a le triste Sarkozy qui va prendre la parole. Bon, tout le monde est là, tout le monde l'écoute. Et à un moment, il y a une voix qui se lève. Et là, tout le monde écoute. Qu'est-ce que c'est ? Tu vois, on cherche la chanson de Roland. Qui c'est ? C'est Charlemagne, c'est Saint-Louis, c'est Guy de Bar. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Hugues de Pin. Quel est le chevalier français qui est rentré à l'hémicycle pour entourer une chanson en béarnais ? Et là, en fait, tout le monde se tourne et on voit une espèce de berger de 2 mètres, Jean Lassalle, en train de chanter une chanson qu'on n'avait pas entendue à Paris depuis, je sais pas, la prise de Constantinople, en fait, tu vois, depuis le siège d'Arras, tu vois, quand il a fallu ramener tous les Gascons là-haut. Le mec chante des chansons qui ont retenti dans la cathédrale de Pau en 1202. La parole est à M. Sarkozy. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le Premier ministre vient... Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Monsieur, comment il s'appelle lui ? Monsieur l'huissier, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. C'est le moment où la France, elle est là, elle a son petit visage un peu américanisé comme ça, et l'autre il débarque et en fait il lui fait une faciale d'Occitanie. Il lui fait une faciale de Béarnais. Les mecs ne comprennent pas. Il leur parle une langue, pour la comprendre, il faut avoir fait les croisades avec Saint-Louis. Tu vois, c'est le moment où les mecs mangeaient de l'ail à Saint-Jean-d'Acre avant d'aller à Damas pour affronter Saladin, si tu veux. Donc, à partir du moment où tu as ce genre de tricks, c'est-à-dire quand tu connais les chansons de la chevalerie de 1202, qu'est-ce qui se passe ? Qui peut parler avec toi ? Qui peut parler avec Jean Lassalle ? Je crois que je connais Serge Paye. Et nous mangeons les fruits que nous volons dans les arbres. Et nous plantons des arbres pas encore nés des arbres. Et nous sommes l'entrée de la maison. Et nous sommes le toit de la maison. Et nous sommes la porte de la porte. Et nous sommes la table qui mange la table où rôte le pain et le vin. Parce que le mec, il fait de la poésie au mas d'asile avec un bâton, tu vois, la poésie d'action, il parle occitan. Il y a peut-être ce mec-là qui peut parler avec Jean Lassalle, mais tous les autres, qui peut parler avec Jean Lassalle ? Qui ? Mais sans doute Saddam Hussein peut parler avec Jean Lassalle. Lolo Ponce peut parler avec Jean Lassalle. D'ailleurs, ils sont de la même grande région, le sud-ouest. Et si tu veux, Jean Lassalle vient, tu crois que tu vas aller au musée, et en fait, le musée te tombe dessus. Tu voulais pas aller au musée, tu voulais aller au cinéma de fils de pute pour aller voir des effets spéciaux de Tarlouse en 3D. Et tout d'un coup, le musée de Pau, tu vois, te tombe sur la gueule comme ça. T'es là, dis, mais maman, moi je voulais voir de la merde au cinéma. Et non, en fait, hop, Jean Lassalle. Alors Jean Lassalle, si tu veux, c'est un mec à un moment... Alors, ce qui s'est passé, c'est que, bien entendu, comme il représente un truc tellement à l'ancienne, si tu veux, tu peux pas avoir un lifestyle où tu vas au Starbucks et où tu vas amener ton chien se faire toiletter et accepter que dans le monde, il y ait un mec comme Jean Lassalle qui soit en liberté. Donc qu'est-ce qu'ont fait toutes les tarlouses du système ? Ils ont commencé à se moquer de lui. Canal+ s'est moqué de lui, on s'est moqué de lui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, son à l'anciennitude nous met dans des situations où, bien entendu, quand on se met à côté de lui, on sent qu'on est devenu des merdes. Jean Lassalle est en permanence un rappel qu'on est devenu des merdes. Le mec est berger. C'est-à-dire que le mec, à un moment, il se met torse nu, il fait du motoculteur. C'est le Rambo agricole.
Tu vois, je veux dire, à un moment, Rambo, il est torse nu, il tue des Vietnamiens parce qu'il n'est pas content que la guerre du Vietnam, il l'ait pas gagnée. Jean Lassalle, il est pas content que la guerre de l'agriculture, on l'ait pas gagnée, donc il se met torse nu, il commence à m'autoculter des endroits où il y a des cailloux. Égalité des chances sur l'ensemble du territoire, égalité des chances sur l'ensemble du territoire, égalité des chances sur l'ensemble du territoire. Tu vois. Et en fait, c'est pas Jean Lassalle qui vibre, c'est le motoculteur et la terre. Tu vois, c'est tellement que lui, il a des appuis. Ça, c'est fantastique. Et t'as la tarleuse de Canal à côté qui est là, il met des bérets, oui, il met des bérets parce que voilà, c'est un mec à l'ancienne. C'est-à-dire qu'en fait, il vient, encore une fois, c'est Doc et Marty, ils sont partis le chercher en DeLorean, il en est, mais il vient de 1802, en fait, tu vois. Il mange jamais de sucre, Jean Lassalle. Le sucre, c'est à Noël. Tu vois, la confiture, c'est à Noël. Le reste de l'année, il prend des ceintures, il les fait bouillir dans l'eau, il met des orties pour le goût, et il mange des soupes de ça, tu vois. Il peut pas manger un plat. Si tu lui donnes un plat où dedans, il y a tout d'un coup, je sais pas, tu vois, de la mousse au chocolat, il comprend pas. Il croit que c'est une fête religieuse. Tu vois, il va regarder, il va faire où sont les oranges. Tu vois, je veux dire, tellement qu'il est ancienne. Donc ce mec, ça, je le respecte. Jean Lassalle, je le respecte, et d'ailleurs, je le soutiens. Sache, Jean Lassalle, que je te soutiens parce que t'es le dernier chevalier du Béarn, tu régales. Il a fait une putain de grève de la faim. Qu'est-ce qui se passe? Le mec fait une grève de la faim, il perd 20 kilos. Qui fait ça? Même Coluche, qui était un mec, bon, il est comme il est, mais il disait quand même certaines choses qui étaient vraies. Il l'a pas fait vraiment, sa grève de la faim, on le sait. Jean Lassalle, il s'est mis en danger physiquement. Et après, bon, ben voilà, il va chanter en occitan dans l'Assemblée, si tu veux. Bon, là, qui peut répondre quoi? C'est fini. C'est parce que là, il y a le risque que le Sud se soulève, tu vois, comme au Moyen-Âge, que le Sud se soulève et que tout d'un coup, il y ait d'autres chevaliers, tu vois, le Ponce, qui le rejoignent et qui se mettent à tarter des mecs dans l'Assemblée en leur mettant des coups de gourdin, comme en l'an 1002, comme en l'an de grâce 1002, tu vois. Donc voilà, énorme respect à Jean Lassalle. Vraiment, Jean Lassalle, je t'adore. Alors, Steven Seagal, c'est intéressant parce que Steven Seagal n'a pas de... C'est-à-dire qu'il a une tête. Les émotions devaient venir en avion d'Italie et en fait les émotions sont crachées de l'Atlantique, donc le mec a vécu toute sa vie sans émotion en fait, donc il fait des têtes monolithiques et le combo je n'ai pas d'émotion et je fracasse des bras en faisant de l'aïkido, de Russes, de Jamaïcains ou de gangsters portoricains, c'est fantastique. C'est-à-dire que tous ces films c'est le même truc, il arrive, il a un petit blouson, tu vois, un peu, bon tu le regardes, il est un peu pourrave et en fait il attrape des mecs, il les tord. Il y a quand même cet extrait incroyable où il cherche Richie. 5 000 $ à qui me ramène sa plaque. 5 000 $. Personne n'a vu Richie. Et personne sait pourquoi il a tué Bobby Lupo. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux t'occuper de moi? C'est marrant, ça fait un moment que ça me démange, moi aussi. Une petite cravate. Je crois que je vais commencer par te couper la tête. Fils de pute, tu m'as pété les dents. Voilà, donc Richie, si Steven Seagal lui tombe dessus, c'est fini. Richie, il va le plier en deux. Alors, Steven Seagal est le seul homme sur Terre qui a un temple qui lui a été dédié au Japon. C'est parce que les Japonais, ils vénèrent deux trucs. Ils vénèrent Bob Sapp, Godzilla et Steven Seagal, tu vois. Il y a le moment où Steven Seagal, c'est un kaiju. C'est un mec qui sort de l'océan, il arrive au Japon, les gens sont là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu tords des poignets comme ça, 25 mecs en même temps? Donc il lui faut un temple. Steven Seagal est incroyable parce que Steven Seagal est devenu le pote de Kadyrov. Alors on l'a amené faire une danse, la Zginka, qui est une danse du Caucase, particulièrement belle chez les Tchétchènes. Et donc en fait il est venu à Kadyrov en Tchétchénie, et en fait il commence à danser pour faire plaisir à Kadyrov, c'est incroyable. Гость и сам не остался в стороне от культурного мероприятия. Лезгинка в его исполнении никого не оставила равнодушным. Là c'est incroyable, c'est-à-dire que là en fait on dirait un ours qui essaie d'attraper du miel imaginaire. On dirait qu'en fait il est en train de faire une clé de bras à la couche d'ozone. Tu vois, l'oxygène prend une clé de bras. Après que Steven Seagal ait dansé, l'oxygène a le bras cassé. Ça là c'est fou. On a l'impression, il manque plus que la chaîne, tu sais, pour qu'il y ait un montreur d'ours à côté. Steven Seagal, vraiment merci pour ce que tu as fait parce que. Et puis il y a l'aspect obèse, c'est-à-dire qu'il est devenu obèse. Il continue à casser des poignets mais très lentement. C'est que là les méchants doivent venir le voir pour qu'il les encule. C'est plus comme avant où il allait choper, il les éclatait. Là, les mecs viennent à lui, il est comme ça, tu vois. Il leur attrape la main, il la tord un peu, il les déboîte et allez, le prochain en suant. J'adore. C'est un peu le Saddam Hussein des arts martiaux. Il a ce côté-là, rire de ventre, voilà. Les lunettes jaunes sont incroyables. De toute façon, passer la cinquantaine, quand tu commences à foutre des lunettes jaunes pour être dans des séries.
au lieu des délinquants, tu les fracasses, ce qui est complètement, pas du tout dans l'air du temps, on peut que te respecter. Parce que je rappelle quand même que le pitch de sa série, c'est « Bonjour, je suis flic, je fais de l'aïkido, et quand il y a un portoricain qui vend de la coke à une femme blanche, je le déboîte. » C'est une politique un peu Afrique du Sud. Bon, là, c'est la partie où je sanctionne. Alors, je vais être obligé de sanctionner un gros morceau de la France, quand même, qui est l'éducation nationale. Alors, énormément de respect, hein, quand même, pour certains membres de l'éducation nationale, c'est pas facile. Quand tu as une classe de petits Gaulios et qu'il faut leur apprendre des textes de Victor Hugo, j'imagine qu'à un moment, c'est un peu complexe. Cela dit, il y a des solutions. Alors, actuellement, les profs font des ateliers pour gérer Jean, Kevin et Abdel, tu vois, qui sont ils ont des casquettes à l'envers, ils n'ont pas trop envie de sortir leurs affaires de leur sac. Donc ils font des ateliers avec 25 femmes dépressives pour apprendre à se comporter devant les racailles. Voilà. C'est-à-dire comment se mettre à genoux dans le bon angle devant les racailles. Face à cette syndicaliste, une professeure des écoles chez qui, il y a quelques années, on a diagnostiqué un burn-out. Parce qu'elle est en poste quelque part dans la région, elle ne souhaite pas être reconnue. Ce qu'elle a vécu face à une classe d'élèves difficiles, elle ne le souhaite à personne. Elle a perdu pied et son médecin généraliste l'a arrêtée avant qu'il ne soit trop tard. Je pense qu'on peut vite déraper parce qu'on est des êtres humains face à des êtres humains. Et puis les enfants ne font aucun cadeau. Et je pense que quand on est vraiment très fatigué, un geste malheureux peut vite arriver. Alors moi j'ai une proposition pour l'éducation nationale, bande de merde, c'est de faire appel à des mecs comme Éric Mercadier. Voilà. Alors Éric Mercadier, qu'est-ce qui se passe? Éric Mercadier, c'est un type, en fait, il gère des équipes de rugby. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des mecs de 100 kilos qui font de la merde, et il débarque, et il leur met des gifles. Et les mecs bougent pas, même s'ils font 100 kilos. Ça s'appelle le respect. Alors, de quoi vient le respect? Ça vient qu'à un moment, tu leur apprends des trucs en leur mettant des gifles. Alors, j'ai entendu qu'il voulait te bouger. J'ai entendu qu'il voulait te bouger. J'ai entendu Eric. Flo. Et qui c'est ce type? Pascal. Qui c'est ce type? Qui c'est ce type? De quel droit? Vos amis, c'est vos amis, ça? Qui se foutent de votre gueule? C'est ton ami, ça, qui a dit ça? C'est ton ami, ça? Qui se permet de dire on va les bouger, ces connons, on va les bouger. Qui c'est qui a dit ça? Alors méga, alors là les petits, alors là les types quoi. Qui c'est qui s'est permis de dire ça? Qui c'est qui s'est permis de foutre de ta gueule? Tu vas leur montrer. Pas la deuxième, pas la troisième, pas la quatrième minute. Dès la première minute, tu vas leur montrer qu'ici on a des coranes. Tu vas leur montrer qu'ici on a du cœur. Tu vas leur montrer qu'ici on a des tripes. Tu vas leur montrer quoi, qui c'est qui va gagner. Tu vas leur montrer qui c'est qui va reculer. Tu vas leur montrer aujourd'hui. Alors par contre, derrière, ils ne parlent pas du tout de vous. Derrière, vous êtes des charrettes derrière. Vous êtes des trompettes derrière. Vous ne servez à rien derrière. Merci les gars, vos amis. Vos amis. Vos amis, Gambris. Vos amis. Ils se foutent de votre gueule. Messieurs, régalez-vous. Matraquez-les. Matraquez-les, quoi, les mecs. Moi, on s'est jamais foutu de ma gueule. Si un jour quelqu'un se permettait comme ça, putain, j'aurais envie qu'une chose, c'est l'exploser. Voilà. Là, les mecs font 100 kilos. Ils font 100 kilos, qu'est-ce qui se passe? Personne ne répond. Il leur met des tampons, personne ne répond. Il les a dressés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sentent que lui, il a la réserve de couilles suffisante pour qu'ils aillent le suivre. Ils savent que ce qu'il leur dit, il pourra le faire, lui, après. Tu vois? Il leur donne envie. Il les attrape par le col, leur dit arrête d'être une merde, réveille-toi là, réveille-toi. Il leur tire pas une turlute. L'éducation nationale, c'est tuto, turlute. Tu vois, ça rime, tuto, turlute. C'est venez apprendre à tailler des turlutes à Jean-Michel Racaille pour qu'il finisse sa scolarité. Non, ça marche pas comme ça. Moi, si je veux récupérer l'éducation nationale, déjà, je mets Éric Mercadier, tu vois. Même pas en sport, partout, même en français, tu sais, les mecs pleins d'écrits bas. Bon, Victor Hugo, qu'est-ce qui se passe là? Tu vas la prendre ou tu vas pas la prendre, tu vois, avec un pousson comme ça dans la mâchoire. Et je mets Marc Mercier. Marc Mercier, il y a la gifle avec élan, ok. Il y a la faciale, il y a la gifle en ponation faciale. Allez! Stop! T'es professionnel et t'es casqué, toi, maintenant. Tu m'en refais une, de professionnel, trou du cul, d'accord? Donc là, la gifle en ponation faciale, c'est fantastique, parce qu'en fait, le mec fait un truc, et au lieu de mettre la gifle avec élan, là, c'est la gifle en mode, tu prends le visage, tu annules le visage. T'as une tête de merde, je tape dessus pour voir si ça génère une nouvelle tête, moins merdique que la précédente.
Donc ça c'est fantastique. Quand il frappe le mec et qu'il lui dit fais-moi ça en professionnel, si tu veux, voilà, ça je le mets à l'éducation nationale, on attrape les élèves, on dit fais-moi ça en professionnel, je peux te garantir qu'à la fin de l'année, tout le monde aura fait ça en professionnel. Parce que t'as pas envie qu'il y ait Éric Mercadier ou Marc Mercier qui te mettent des tartes faciales en t'expliquant de la vie, tu vois. Alors le rugby, c'est intéressant qu'on l'aborde, parce que dans le rugby déjà, il y a la notion de je me présente. Je suis pas une merde inconnue, je me présente. Donc là, il y a une vidéo qui est une pépite quand même, parce que c'est un mec qui dit « Bonjour, je suis un monsieur ». Alors je te dis cette phrase comme ça, tu vois. N'importe quel prof devrait dire « Bonjour, je suis un monsieur » à la rentrée, de la façon dont le dit ce gars-là. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, Sylvain, Thomas, tous les nouveaux, Audi, Andy, présentez-vous. Présentez-vous. Aujourd'hui, vous êtes là, c'est un derby, le club en a besoin, on en a besoin. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? C'est moi. C'est moi. Je suis un monsieur. Cette saison, ça va fumer. C'est moi. Ça, c'est se présenter. Voilà, donc quand t'as un mec de 2 mètres qui dit « Bonjour, je suis un monsieur » en criant dans un vestiaire, il a la tête, la tête c'est un champ en jachère, tu vois. Il y a le motoculteur de Jean Lassalle qui est passé juste avant. Tu sais pas si c'est un visage ou si c'est une location de matériel. Tu te dis, est-ce que ce mec-là a pris une moissonneuse-batteuse, il se l'a encastré autour du cou pour se faire une tête en attendant qu'on lui donne une vraie... Tu vois que Noël prochain, ses parents aient l'argent pour lui acheter une nouvelle vraie tête. Donc quand tu as ce genre de mec-là qui te dit, bon, on va se présenter, eh ben si tu veux, après, si lui, il était prof de maths, tout le monde serait très fort en calcul à la fin de l'année. Tu vois. Donc ce que je suggère à l'éducation nationale, c'est au lieu de mettre des tarlousses de la fac qui ont lu Kluskar et comment il s'appelle et Bourdieu pendant des années, prenez des mecs qui ont connu le vestiaire en fait. Le synthol, tu sais l'odeur du synthol là. Le moment où tu attrapes un mec pour te chauffer, tu lui mets un coup de tête, tu lui casses le nez. Ça c'est les ambiances rugby. Là ça sent le synthol, les mecs sont blessés avant match. Ça n'a même pas démarré, il y a déjà des mecs qui sont blessés. Là c'est fantastique, là c'est la Mongolie. Alors là c'est même plus le Moyen-Âge, j'avais expliqué déjà qu'avec le Lopons on était à l'époque de la Gaule antique. Là au rugby, quand tu mets un coup de tête à un mec, le match n'a pas démarré. Là, je pense que c'est les Visigoths contre Attila le Hun au champ catalonique. Si tu veux. Là, il n'y a plus de règles. Tu peux prendre un mort, te protéger avec, le jeter sur un type. Tu peux couper un bras pour faire des parades avec. Enfin, ça y est, c'est là. Si pour chauffer ton pote, tu lui pètes le nez, là, on bascule dans un siècle qui n'existe plus. Merci de faire foutre ta Paris n'est pas prêt, si tu veux. Enfin, quand je dis Paris, il y a le Paris que je respecte, mais je veux dire, voilà, l'éducation nationale n'est pas prêt à ça. Donc, ce que je propose, c'est d'envoyer des mecs comme ça faire un stage dans le 9-2. Tu vois, quand ça a commencé à papoter, coup de tête, on va voir si la concentration s'améliore. Alors, c'est bien qu'on parle de l'éducation nationale parce que je me rends compte qu'on s'emmerde à faire des stages pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que nos élèves branleurs se bougent le cul, tu vois, pour faire le minimum. Tu vois, le minimum. Bon. Je suis tombé récemment sur un type qui fait de l'escalade, qui est handicapé. Il a le bras explosé. Donc l'histoire de ce mec, elle est assez stylée parce que il s'est pointé quelque part, en fait, et il voulait faire du vélo. Parce qu'il avait des bras explosés et il voulait se servir de ses jambes pour faire du vélo. Et là, on lui a dit, casse-toi, t'es un putain d'handicapé. Et là où je respecte, là où ça devient un Rambo, là où ce mec devient une machine, c'est qu'il a dit, ah d'accord, donc en fait, je peux pas faire du vélo parce que j'ai des bras de merde, et ben vous savez quoi, je vais faire de l'escalade. Parce que l'escalade, c'est le dernier sport qu'il faut faire quand t'as des bras de merde. Mais lui, si tu veux, pour troller, il se dit, bon voilà, mes bras c'est Krang, tu vois, Krang de Tortue Ninja, chaque bras, et ben je vais faire de l'escalade. Je range, je claque, je passe. Des claques, je range, je claque, je passe. Des claques, je range, je claque, je passe. Clac, clac. Bon déjà, si tu veux, bon il a une tête, tu sens que à Leroy Merlin, il est en fin de série, tu vois, entre le marteau et la scie sauteuse. Mais c'est pas grave parce qu'à un moment il y a les couilles. C'est-à-dire qu'encore un chevalier, encore un chevalier.
Ah d'accord, je peux pas faire du vélo, je vous encule, je vais gravir des montagnes. Le mec, avec des bras, mais il est vraiment handicapé des bras, c'est-à-dire qu'il risque sa vie, en fait, quand il fait de l'escalade. Ben, le mec monte. Quand je vois une merde qui fait 1m90, 100 kg, qui est incapable de se bouger le cul, alors qu'il a tout, tu vois, il y a des clubs de boxe, il y a des clubs de sport, ou même à l'école, quoi, tu vois, on lui donne sa chance, et il s'en branle, il préfère rentrer à la maison, regarder Nabila se branler et boire du Mirinda, et ben à la place de faire ça, enculé, essaie de faire de l'escalade, parce que si un handicapé arrive, essaie de le faire toi aussi. Donc maximum de respect pour ce gars-là, vraiment, je lui témoigne mon admiration la plus grande. Ça, c'est un sportif. Moi, je le mets au même niveau que la boxe. Là, on est au-delà du tennis, là, si tu veux. Là, on est sur, tu vois, c'est pas du ping-pong, là. Enfin, je respecte, hein. Non, je respecte pas. Mais on est quand même au-delà de, tu vois. C'est-à-dire que là, on arrive presque au moment où le mec est équivalent en termes de coups à un boxeur. Voilà. Il peut mourir. Il peut mourir. Énorme respect. Moi, je vis dans mon camion, un peu simplement, hein, quand j'ai envie d'aller sur un spot d'escalade, ben, je prends mon camion, je bouge. Je fais comme faisaient les hommes de Cro-Magnon il y a très longtemps, ils chassaient la bête, ils ramenaient à manger à leurs femmes et tout. Et ben moi, je fais un peu ça, quoi. Hein. J'essaye de survivre et de vivre le plus simplement avec des outils les plus simples de notre société. Alors, je voudrais aussi parler de Amin Dada. Alors Amin Dada, il est fantastique. Donc Amin Dada, il fait 100 kilos quand il est en forme, parce qu'après le résultat, il fait 130 quand il est président. Donc je suis tombé sur une image d'archive. Ben, écoutez, je vous laisse regarder et puis je vais faire l'analyse après. Voilà, donc là, alors là c'est fantastique. Donc là, il y a Amin Dada, c'est au début de son règne. Le mec, il fait 50 degrés, 225 médailles, 130 kilos, casquette militaire, la classe. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a des observateurs étrangers. Et là, il y a un gosse. Et en fait, il y a un gosse de 6 ans. Et le gosse de 6 ans, il est déter, il fait des gros saluts comme ça, militaires. Tu vois, on le médaille. Et on lui dit bravo, tiens, une Kalachnikov, une médaille. Tu vois, quand tu vois un truc comme ça, il y a un mec qui est fantastique, il regarde ça, il est choqué. Regardez. I give this prestigious honor to my 6-year-old boy for having worked so untiringly with me during the numerous crises under which most normal men would have cracked. Thank you very much. Thank you very much. And thank you very much indeed. Voilà, ça, là c'est fantastique. C'est-à-dire que là, visuellement, voilà, enfant de 6 ans, il défile avec son pote Amin Dada. Hop, il est médaillé devant les grands, ta Kalachnikov, allez. Voilà, ça, je pense que c'est pareil, tu vois, un petit truc comme ça, en France, c'est bien, t'as bien rendu service à ton pays. Voilà une Kalachnikov et un magret de canard, bravo. Tu sais, en 1936, pendant la guerre civile espagnole, les anarchistes se battaient contre les franquistes. Donc l'Espagne est violente, et tout d'un coup, il y a la violence de l'anarchisme espagnol qui rencontre la violence du fascisme espagnol. Tu vois. Et les mecs se faisaient des atrocités. Et il y a eu le moment, si tu veux, où les anarchistes espagnols, ils ont commencé à déterrer des morts pour les refusiller. Tu vois ce niveau de violence? Quand il n'y a plus assez de vivants à flinguer, tu vas dans une cathédrale, tu sors des corps qui sont là depuis 300 ans de nonnes et de prêtres et tout, tu vois, le sacrilège absolu. Ils sortent ces gens-là, ils les mettent dehors au soleil, là, il fait 40 degrés comme ça à Barcelone, à 3h de l'après-midi. T'as les enfants, ils sont en train de goûter comme ça, tu vois, ils sont en train de jouer au ballon au Barça, là. Et tout d'un coup, t'as des anards qui sortent des cadavres et ils les fusillent. Ils refusillent les morts. Donc en fait, quand t'en es au niveau où tu commences à fusiller les morts, là, t'es quand même bien dans la violence. Tu vois, là, on est bien dans la violence. Mon bouquin, on sort les morts, on les fusille, on les brûle, et après on fusille les mecs qui les ont fusillés. Pour être les derniers à avoir fusillé. Et après on se fusille nous-mêmes. Tu vois ce niveau de violence? C'est l'apocalypse. C'est-à-dire c'est le moment où y a un mec, il en a marre du Vietnam, il a du napalm, il le lâche sur les Viettes, ça le gonfle, il le lâche sur ses potes. Tu dis, c'est bon là, stop, tout le monde va brûler à 3000 degrés Celsius, j'en ai plein le cul.
Moi, je rentre en Oklahoma, là, tu vois. Ce livre, c'est ça, c'est le ras-le-bol. Dedans, je fusille tout le monde. C'est une convocation. Les mecs entendent leur nom, ils arrivent, c'est comme dans Les Affranchis. Ils passent une pièce, paf, on leur tire dans l'oreille, tu vois. Il y a Joe Pesci, comme dans Joe Pesci, tu sais, dans Les Affranchis, il y a un mec, il fait un bisou, il y a une accolade, il y a l'aspect accolade. Et là, paf, on lui tire dans le casque. Voilà, c'est pareil. Là, je convoque des gens, je dis, ah, au fait, toi, eh ben, t'es un gros fils de pute. Et là, sanction. Tu vois. Alors après, il y a des gens que je mets au pinacle, que j'honore, voilà. Mais il y en a d'autres, je les défonce parce qu'ils méritent. Parce qu'en fait, on est dans un siècle où tu peux pas arriver sur un type, monter une équipe, faire toc-toc. Bonjour, je suis un monsieur. Tiens, j'ai un gourdin, je vais t'exploser. Tu vois, tu m'as énervé. T'as dit un truc qui m'a énervé. Ou par exemple, t'es pas drôle. Tu vois, frapper comme ça, je sais pas, chez Kev Adams. Bonjour, je suis un monsieur, je vais t'exploser l'occipital, tu m'as énervé. Tes 3 derniers films, c'est de la merde. Tu peux plus faire ça. Donc, si tu veux, maintenant, je suis obligé de les flinguer avec des livres. Pour expliquer aux gens ce qui devrait se passer dans une société saine. Je vais revenir là-dessus. Au Moyen-Âge, tu vois, je suis allé à Carcassonne, musée de la torture. Fantastique. Quand tu faisais de la flûte de travers, que t'étais une merde, il y avait une torture, c'est pendant 3 jours, on te mettait une flûte en bois comme ça qui était accrochée à ta gueule, donc tu te baladais partout avec une flûte. C'est, ah ouais, toi t'es un flûtiste de merde, eh ben tiens, voilà, balade-toi avec ta flûte, tu vois. Tu te baladais avec une flûte. C'est-à-dire que les mecs te parlaient, quand tu te tournais, t'avais ta flûte comme un trou du cul, comme ça, tu te prenais dans les murs, t'allais chier, tu pouvais pas te torcher parce que les mains étaient attachées à la flûte. Donc les mecs étaient là pendant 3 jours comme ça avec les mains sur la flûte, tu vois. Ça c'est pour apprendre à bien jouer. Quand tu faisais des blagues, tu vois, quand tu faisais le fifou, quand tu faisais des blagues qui étaient, tu vois, tu t'étais moqué d'un mec qui pesait parce qu'il était allé faire les croisades, on te mettait un petit casque en métal d'âne. Donc pendant 4 jours, t'avais une tête de porc comme ça en acier et tu te baladais avec ta tête de porc, tu pouvais pas manger. Ou on t'accrochait, les gens te jetaient des pommes de terre, des brocolis, ils t'enculaient, enfin ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils pouvaient te cracher dessus, te verser de la merde, voilà. Là c'est fini, on ne peut plus attraper les gens et leur dire, prendre les gens à témoin et dire bon là, appelez le sergent parce qu'il a fait de la merde, il faut que le bourgmestre vienne lui donner du bâton. Donc si tu veux maintenant, je vais faire des livres pour donner du bâton. Ce livre, c'est donner du bâton. C'est amener des mecs, je les pose comme ça, je leur enlève les fesses, tu vois, je leur enlève le jean, et je commence à taper sur les fesses comme ça devant tout le monde. Tu vois, mais avec un truc, avec des clous, tu vois, pour qu'ils comprennent quoi. C'est de la rééducation, mais en même temps c'est de la sanction. Alors écoute, je vais pas te mentir, bon ça s'adresse à tout le monde parce que j'ai envie que cette société change, mais si je suis honnête, ça s'adresse surtout à ma fanbase qui me connaît voilà, depuis l'époque FDP de la mode. En fait, on revient à l'esprit de l'article FDP de la mode dévastateur, sauf qu'entre-temps, j'ai pris de la maturité, j'ai travaillé sur des projets avec Marceau, une BD FDP de la mode qui s'est très très bien vendue, donc j'ai eu des bons retours. Mais là, on revient aux fondamentaux, en mieux, avec toute l'expérience entre guillemets, du nouveau Papacito qui a évolué et qui est prêt à délivrer du à l'ancienne, mais avec toute l'expérience et le background de maintenant, quoi. Alors tu me demandes ce que ça me fait de sortir un livre. Là, je t'avoue qu'il y a une forme de consécration. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, il y a des livres qui m'ont percuté de plein fouet. Il y a des choses que j'ai lues à l'école, donc il faut bien que je reconnaisse quand même que l'éducation nationale, il n'y a pas que du mauvais. Mais par exemple, tu vois, quand j'ai été confronté à l'œuvre de Rimbaud, moi j'aime beaucoup la poésie, Baudelaire, Rimbaud. Alors après, je dois avouer que la poésie que je préfère, c'est la poésie quand même plutôt hispanique, donc Federico García Lorca. J'aime beaucoup aussi la poésie Rubén Dario, poésie sud-américaine magnifique. Bon, Proust. Moi, si tu veux, quand j'ai lu Proust, j'ai pris un impact, je me suis dit, on peut mourir, on a le droit de mourir, à partir du moment où on laisse quelque chose de digne, qui soit autre chose que la Fashion Week ou avoir gagné l'Eurovision, tu vois, de laisser une œuvre majeure, que ce soit musicale, écrite. Alors je sais pas si ce sera majeur, mais je vais pouvoir laisser le testament de ce qu'a été à un moment la pensée française avant que la culture française ne disparaisse, avant que la civilisation française ne disparaisse. Là, on est au même moment où Rome va disparaître. Rome va disparaître, les barbares vont gagner, et on va perdre 6 siècles de majesté, on va perdre 6 siècles de civilisation, de finesse. On va basculer vers autre chose qui va peut-être être fécond, mais on perd une part de notre culture. Et en fait, j'ai lu un livre qui retraçait les écrits de Sidoine Apollinaire. Sidoine Apollinaire, j'en parle souvent parce que je trouve qu'il est assez prépondérant dans la compréhension de la chute de Rome et dans la direction qu'a pris la France par la suite. Sidoine Apollinaire, c'est un gars qui a beaucoup fait en fait la transition entre le grand empire impérial romain et les Visigoths. C'est-à-dire qu'il a vécu
C'est un gallo-romain, lui, donc il était déjà plus un romain, il était déjà un romain acculturé. Il a compris qu'on basculait d'un monde vers l'autre. Et il a accompagné les Visigoths, il a accompagné les Gaulois et les Romains dans la fin de leur monde. Et je trouve que c'est très beau d'avoir accès à ça. Et moi, je veux me faire le Sidoine Apollinaire de l'époque dans laquelle je suis en train de vivre. C'est-à-dire que je l'ai vécu sous divers aspects, par les métiers que j'ai faits, par les expériences que j'ai eues. Et je pense que maintenant, j'ai la maturité suffisante pour essayer de témoigner de ce que ça a été. Avant que ça disparaisse et qu'on me dise que ça a été une chimère ou que c'est exagéré, j'ai le moyen d'expliquer voilà, quelles ont été les bêtes mythiques avant qu'elles ne deviennent mythiques, quelles ont été les bêtes mythologiques, les bêtes magnifiques, les monstres magnifiques qui ont parcouru notre siècle. Alors, si je devais offrir mon livre à quelqu'un, je pense que j'essaierais de l'offrir. J'ai pas d'idée en tête. Il faudrait que je me questionne sur le type qui a fait la plus grosse provoque littéraire de tous les temps, qui a vraiment écrit quelque chose de violent. Je l'offrirais à quelqu'un qui a à la fois la poésie et la violence en lui. J'ai lu un bouquin qui s'appelait Don Gregorio, nain d'Espagne, qui parle d'un nain qui pendant le franquisme essaie de survivre. Donc là, on veut très fond de la violence, mais c'est pas assez violent et c'est trop par rapport à l'Espagne. Moi, je parle très peu de l'Espagne dans mon livre. Je parle vraiment du sud-ouest que j'aime, de la France que j'aime, de l'Espagne aussi que j'aime, mais tu vois, c'est général, même je parle de certaines choses dans le monde. Et si tu veux, il faudrait que je trouve le mec, parce que Sioran, c'est un putain de dépressif. Et j'ai pas envie d'offrir mon bouquin à Sioran, c'est une merde. Il faut quand même un mec qui ait mis des bourre-pifs. Peut-être que je pourrais l'offrir à Hemingway. Parce qu'Hemingway, si tu veux, il met des calottes célestes, et à côté de ça, il a des grands moments d'atermoiement poétique. Tu vois, il aimait la boxe, la guerre, enfin la guerre non. Il a fait la guerre en la détestant. Il aimait la boxe, il aimait la corrida. Peut-être que au final, je le donnerais à un mec comme ça, tu vois. Un mec qui soit un peu entre la violence dans la vraie vie et qui ait quand même compris la beauté du monde et qui soit capable de la savourer. Parce que c'est ça, FDP, c'est et un peu de beauté du monde, un peu de poésie et la violence extrême pour témoigner de ça. Voilà. Donc peut-être que j'essaierai de l'offrir à Hemingway, en fait. Alors non, en fait, en réalité, j'ai dit que je parlais de certains phénomènes qui sont mondiaux, mais c'est surtout la société française. C'est surtout la société française. En fait, 80% c'est la société française. Il y a un petit peu d'Espagne dedans parce que j'ai des bonnes anecdotes. Et puis après, le reste, effectivement, ça peut être des choses qui nous dépassent, qui sont même générales, tu vois, le rapport qu'on a au travail. Mais à chaque fois en déglinguant. Bon, de toute façon, je vais quand même pas mentir, c'est plus un bouquin de mise à l'amende et de grosses gifles dans la gueule qu'un bouquin de Cosette qui rencontre Germinal et on va pleurer dans les chaumières. Tu vois, il y a un moment quand même où il y a 2-3 balayettes, si tu veux. C'est un peu Zangief dans un magasin de porcelaine. Il y a 2-3 trucs qui sont renversés et on ne paye pas à la fin. Alors, par rapport à ma méthode de travail, c'est assez simple. C'est qu'en fait, je vais bien. Je m'installe. Et au bout d'une minute 30, il y a quelque chose qui m'énerve. Un vêtement, une tête, une manière de faire, la façon dont on a dosé le truc qu'on m'a servi. Et à partir de là, j'ai envie de brûler le monde. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Comme je suis catholique et que je ne peux pas brûler le monde, ça ferait du mal à ma grand-mère et à mon père, du coup, qu'est-ce que je fais? J'écris des trucs hyper violents. Parce qu'à un moment, si tu veux, dans le monde, on t'envoie de la merde. Il y a le côté, tu es en train de marcher, tu vois, tu es heureux, tout se passe bien, et tu prends un jet de caca. Tu es là, putain, mais c'est de la merde. Mais quelqu'un m'a envoyé de la merde. Et là, en fait, il y a deux solutions. Soit tu es un Pakistanais, tu commences à sortir avec une hache dans la rue, et en fait, tu découpes des mecs, avec des slogans monumentaux, tu vois, du style on va brûler New York, tu vois. Soit tu intériorises. Il y a 3 solutions. Soit tu sors dehors, tu brûles des gens, soit tu intériorises, soit tu fais un cancer. Parce que tu as trop intériorisé. Alors le cancer, non merci. Buter des mecs dans la rue, pas de suite. Donc d'abord, on va prendre la méthode courte et tranquille. Donc un peu de haine. Donc tout ce qu'on m'envoie en caca, hop, je ramasse comme ça, je m'essuie un peu et hop, je renvoie. Tu vois ce que je veux dire? Pour que les gens en prennent aussi. Mais si tu veux, le problème c'est que je suis sujet quand même à trouver beaucoup de choses ressemblent à du caca. Donc je suis tout le temps énervé. Donc en fait, tout est énervant. Tu vois. Tu vas t'asseoir, tu commandes une bière, elle est tiède, fils de pute. Tu vois, et le mec, t'as envie de le prendre, de lui expliquer. Tu vois, 8 €, parce que c'est ça maintenant le prix d'une bière, 8 €. Il faut que la bière elle soit fraîche. Si elle n'est pas fraîche, normalement je te coupe une main pour me récupérer le. Tu vois.
Hein, pour me pardonner, il faut que ta main... C'est le mal que tu m'as fait de me niquer ce moment-là, il faudrait que je le récupère en te coupant une main, au moins. Ou un doigt. Au moins un doigt, tu vois. Il fait 50 à l'ombre, tu commandes une bière, c'est 8 € parce que t'es à Paris. Le mec qui te l'amène, c'est un métrosexuel, elle est tiède. Bon, mais là, 3 doigts. Moi, je demande 3 doigts. C'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais comme tu peux pas avoir 3 doigts, ben, je fais des livres. D'ailleurs, le jour où j'arrête d'écrire, je pense que j'achète un Ford Galaxy, je roule sur les gens. Tu vois, c'est... Alors, c'est pas par jour. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, comme je t'ai dit, j'interagis avec le monde extérieur. Tu vois, j'interagis avec la vie. C'est comme une tapette. Tu vois les tapettes à rats? Une tapette à rats, c'est tendu tout le temps. Ça fonctionne qu'une fois. Et là, je suis comme une grosse tapette à rats dans un coin comme ça. Tu vois, j'ai un morceau de gruyère. Pas de problème. Moi, je suis là, je cherche la merde à personne, tu vois. Et là, tout d'un coup, tu sais, il y a un petit rongeur qui vient comme ça. Je n'ai rien demandé, moi. Il est pour moi le gruyère. C'est pas parce que je l'ai posé que je vais pas le manger, tu vois. Et le petit rat, il vient, il grignote. Et là, qu'est-ce qui se passe? Fracture des cervicales. Parce qu'en fait, c'est, tu vois, c'était un truc à ressort, pas Décathlon. Ceux qui sont interdits pour niquer les loups. Sauf que là, l'a mis pour un rat. Donc le rat, si tu veux, il est sectionné en deux. Tu vois, voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'écris... je suis tranquille pendant une semaine. Il y a un truc qui m'énerve. Je fais 4 articles en... Tu vois, 4 articles en 2 jours parce que je vais faire des nuits blanches pour les écrire. Alors, une fois que j'ai purgé la violence, une fois que ça va mieux, là, je commence à rigoler. Mais après, je suis pas une référence en termes de rire parce que, par exemple, un nain qui trébuche, ça me fait rire. Donc, je peux pas te dire si mon livre va être marrant parce que si tu un nain... Mais déjà, un nain qui fait un saut, ça me fait rire. Tu vois, quand j'étais gosse, mon grand-père, qui est né en 1919 en Espagne, il riait jamais parce qu'il avait fait la guerre. Le mec ne riait jamais. Et en fait, il y avait un programme qui passait. Donc on avait le câble espagnol, tu sais. Il y a un programme qui passait et c'était un nain qui marchait. Il était déguisé avec des petits grelots et il trébuchait sur un jambon. C'était ça le sketch, hein. Il n'y avait pas de dialogue. Il trébuchait sur un jambon. Et mon grand-père, le mec s'étouffait de rire. Parce qu'en fait, avant 1900, enfin avant 1950, si tu veux, un nain qui trébuche, c'est rigolo. Et moi, je continue à rire de ça. J'ai envie qu'on continue à rire des trucs à l'ancienne, en fait. Kev Adams, chiant. Jamel Comedy Club, chiant. Tu vois, les trucs, tu vois, les blagues stand-up avec le mec en costume. Rempart, 50 mètres, et on le pousse dans le vide. Pour voir si quand il tombe, ça fait rire. Mais on peut le déguiser, tu vois. Au lieu de le pousser d'un rempart pour qu'il s'explose comme une merde tout seul, on prend, je sais pas, comment il s'appelle, un qui est navrant, là, Thomas Sisley, on le met à Carcassonne, là-bas, tu vois, ou à Albi, et puis, tu vois, on le pousse avec la jambe, comme ça, et on le déguise, je sais pas, en truite, en dinde, un truc qui fasse marrer les gens, et le mec tombe, il s'explose, et c'était ça le ressort comique. Voilà. Donc, tu vois, double d'une pierre deux coups, les gens rigolent, et on arrête avec l'humour de merde. Alors, il y a de la politique, bon, après, c'est plus des comportements. C'est plus, si tu veux, on est plus axé sur les petits comportements de merde qu'il faut sanctionner, sur la tristesse de la vie. Il y a le côté, tu vois, prendre le métro. Il y a le côté, si tu veux, il y a un moment, j'aborde aussi le mec qui vient te parler parce que c'est un mormon américain et il veut t'apprendre Jésus-Christ. Et toi, t'es italien, t'es français, t'es espagnol. Enfin, en fait, il y a les cathédrales les plus vieilles du monde dans ton pays et le mec veut t'apprendre le Christ. Et il vient du Delaware. Tu vois. Quand ton pays... quand ton pays a créé les Frosties, ne viens pas me parler de Jésus-Christ. Ne viens pas me parler de Jésus, en fait. Jésus, si tu veux, le mec qui l'a crucifié, le mec qui a forgé les clous qui ont servi à crucifier Jésus, il est d'Albacete, tu vois, il est de ma région. Tu vois, Jésus, si tu veux, Jésus, il vivait à 1000 km de la France. Tu vois. Jésus, il était à 800 km de l'Italie. Donc, en fait, toi, tu viens du Delaware, tu viens d'un endroit où on tire sur les Indiens avec des comment ça s'appelle là, les carabines là, des Winchester, ta gueule, tu vois. Moi je suis allé à la cathédrale de Séville, ne me parle pas de Jésus-Christ, interdiction, tu vois. Si ton pays a commis fausse blonde infiltrée, ne me parle pas de Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Moi mon pays, la France a créé le magret de canard, tu vois, on a fait la bataille de Bouvines. Quand t'as pas fait la bouteille de Bouvines, ferme ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est mignon, Andy Warhol, mais enfin, prendre des pots de tomates et dire c'est de l'art, va un peu te faire enculer, tu vois. Mais là, c'est le même principe. Le Andy Warhol du christianisme, c'est les Mormons. Et les mecs sont là, toi, t'es européen, et les mecs t'expliquent Jésus. Bon, mais ça, c'est pareil, tu vois. Je pense qu'avec, peut-être qu'avec les remparts, il y a un truc à faire.
il y a un truc à faire général, où à un moment il faudrait faire monter plein de mecs sur les remparts, et puis les pousser avec des déguisements. Ça durerait une journée, tu vois, comme le Puy du Foot. Ben, cette année, le thème, ça va être on pousse des enculés dans le vide pendant une semaine. Et là, là tu mets tout le monde, tu vois. Les mecs de Canal+, voilà, Thomas Sisley, hop, hop.